Nous avons tous un jour été tentés de ne pas déclarer tout ce que nous gagnons aux impôts. Cette semaine, Real Economy décolle pour Linz, en Autriche, où une université mène des recherches plutôt approfondies sur ce monde caché que représente l'économie parallèle. Dans cette édition, nous verrons pourquoi des particuliers et des entreprises participent à cette économie souterraine et dans quelle mesure leur comportement a un impact sur notre croissance. Nous découvrirons un exemple de pays qui lutte avec réussite contre ce phénomène. Enfin, nous demanderons à Friedrich Schneider de l'université Johannes Kepler si ceux qui font leurs affaires dans l'ombre ont vraiment le choix et s'il est possible de régler totalement le problème. D'après le sondage le plus récent mené en Europe sur ce sujet, si certains ne déclarent pas toute leur rentrée d'argent, c'est parce qu'ils veulent aider un proche, qu'ils sont sans emploi, qu'ils jugent les impôts trop élevés ou simplement parce que c'est quelque chose qui se fait. Nous sommes donc à l'université Johannes Kepler pour parler de cette économie parallèle, mais d'abord, voyons ce qu'elle signifie vraiment dans notre cours accéléré. Yvan fabrique et vend des chaussures. Il est ami avec Juliette qui garde des enfants. Parfois, il rétribue Juliette quand elle garde sa fille en lui donnant des chaussures. Il lui arrive aussi de vendre ses produits au noir, hors taxe, ce qui les rend aussi moins chers que dans d'autres magasins. Les employeurs de Juliette la paient légalement pour 4 jours de garde et au noir pour le 5e. Ainsi, il lui donne un salaire officiel plus faible, il ne paie pas toutes les cotisations sociales et les heures en plus ne sont pas déclarées. De son côté, Juliette économise d'une certaine manière comme elle ne paie pas toutes ses cotisations salariales. En participant à l'économie parallèle, Yvan et Juliette s'exposent à des sanctions et privent aussi leur pays de revenus qui pourraient être dépensés pour eux dans les services publics, ce qui compromet leur avenir et celui de leurs enfants. D'où cette grande question, dans quel pays de l'Union l'économie parallèle est-elle la plus importante? C'est dans le Sud que l'on trouve les champions, suivis de l'Europe centrale et orientale, puis occidentale, et enfin la Scandinavie. Mais dans le nord de l'Europe, où les impôts sont plus élevés, il y a un plus grand intérêt à ne pas tout déclarer. Guillaume Desjardins s'est rendu au Danemark pour constater l'ampleur du phénomène parmi les particuliers et les entreprises. À Copenhague, nombreux sont ceux qui ont un secret peu avouable. Ils exercent un emploi légal et complètent leurs revenus grâce à des activités non déclarées. Quand on regarde le pourcentage de personnes qui ont acquis au noir des biens ou des services, le Danemark arrive en 4e position, derrière la Grèce, les Pays-Bas et la Lettonie. J'ai entendu parler de gens qui font travailler des personnes au noir, mais moi je ne l'ai jamais fait. Je connais quelqu'un qui a travaillé au noir pendant un temps. Les gens font ça parce que les salaires sont élevés et qu'ils veulent économiser de l'argent. Ils n'ont pas mauvaise conscience, ils devraient pourtant. Ils sont pingres, ils veulent avoir une vie agréable sans payer pour ça. C'est aussi simple que ça. L'acquisition au noir de biens et de services prive le Danemark d'1,5 milliard à 3 milliards d'euros de taxes par an. C'est 454 milliards à l'échelle de l'Union. Le travail non déclaré, c'est un peu comme la fraude dans les transports. Si moi je n'achète pas mon billet, ça n'empêchera pas le train de partir. Mais si personne n'achète de ticket, qui va payer pour les nouveaux trains, les réparations, les salaires des conducteurs? En tout cas moi, j'ai mon ticket. Mais beaucoup en Europe font les choses dans les règles. Avec la crise, certains réalisent aussi qu'avec le dumping social et la concurrence déloyale, on se prive de ressources qui pourraient être utilisées pour l'ensemble de la société. Ne pas déclarer, ça met dans une position très vulnérable. Par exemple, pour les allocations chômage, les indemnités de congé, les congés maternité. Si vous avez travaillé sans être déclaré, vous n'avez pas droit à tout ça. Donc, vous ne faites pas partie de la société, vous êtes en marge de la société. La plupart des employeurs payent leurs taxes. Et quand certains ne le font pas et ont recours au travail au noir, c'est de la concurrence déloyale. On pourrait comparer ça à un match de foot où une équipe alignerait 11 joueurs, tandis que l'autre aurait le droit de jouer à 13 ou 14. Malgré les risques encourus, ne pas déclarer doit valoir le coup. Un Danois sur 5 a travaillé au noir au moins une fois l'an dernier. En Europe aussi, le phénomène est largement répandu et il devrait continuer à l'être
tant que sur le marché officiel du travail, de nombreux chômeurs restent taqués. Nous sommes avec l'un des plus éminents économistes en Europe à travailler sur l'économie parallèle, ou souterraine, ou grise, selon les appellations, le professeur Friedrich Schneider. Comment expliquer que certains se comportent de la sorte? Ont-ils le choix en Europe? Beaucoup de gens, surtout ceux qui ont peu de moyens, n'ont guère le choix. L'offre de travail au noir est énorme. C'est facile, vous pouvez faire le travail rapidement et vous pourrez recevoir 50, 100 ou 200 euros par semaine. C'est de l'argent que vous pourrez aussitôt utiliser pour vous nourrir ou faire autre chose. Quand on est au chômage, c'est très tentant de travailler dans l'économie parallèle. On a besoin d'argent en plus, comme les revenus baissent fortement quand on n'a plus d'emploi. Les entreprises qui ne font pas les choses dans les règles peuvent avoir un problème d'accès au financement, comme leurs comptes sont truqués. C'est un cercle vicieux qui se met en place, non ? Oui, dans une certaine mesure. Les activités menées dans l'économie parallèle coûtent moins cher. Ça amène les sociétés à afficher de meilleurs résultats et de plus grands bénéfices. Si tout d'un coup elles s'arrêtaient de travailler dans cette économie, faire tourner leur business leur coûterait plus cher et cela pourrait attirer l'attention des autorités fiscales. La plupart des travailleurs au noir ont un emploi dans l'économie officielle et un autre dans l'économie parallèle. Donc toutes les taxes s'appliquent sur leurs salaires officiels. En travaillant au noir, ils pensent mener une sorte de rébellion contre ces taxes. Ce n'est pas étonnant que les gens travaillent dans l'économie parallèle pour échapper à ces taxes. Repartons aux côtés de Guillaume Desjardins pour le Danemark. Là-bas, ils sont 59% à connaître quelqu'un qui travaille au noir et 77% à être au courant de la sanction encourue, à savoir le paiement des taxes dues auxquelles s'ajoutent des amendes. Mais les autorités danoises ne restent pas les bras croisés. La nouvelle plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré pourrait-elle s'inspirer des actions qu'elle mène ? Depuis 10 ans, le Danemark a adopté une série de mesures contre les transactions au noir. Cela va de l'interdiction des paiements en espèces aux déductions fiscales, des campagnes de sensibilisation à des contrôles renforcés. En quelques années, le Danemark a fait d'énormes progrès en termes de lutte contre le travail dissimulé. Et ce, grâce à une prise de conscience généralisée des Danois sur les conséquences du travail au noir. Quand on a commencé à évaluer la valeur que pouvaient représenter ces activités au noir, ça remonte à 1994 en réalité, on a estimé que cela pouvait correspondre à environ 3% du PIB. Et aujourd'hui, on se rapproche des 2% du PIB. Donc on peut dire qu'entre-temps, il y a eu une assez forte baisse en termes de valeur. En 10 ans, les autorités danoises ont donc réussi à réduire l'économie parallèle d'un tiers, un résultat qui lui vaut aujourd'hui de conseiller les autres États membres. Son exemple est d'ailleurs repris lors des échanges organisés dans le cadre de la nouvelle plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré, qui réunit services d'inspection du travail, autorités fiscales et représentants des employeurs et des salariés venus de toute l'Union. Objectif, renforcer la collaboration internationale dans ce domaine. Nos systèmes de santé, nos services publics ne peuvent pas fonctionner sur le long terme si on ne leur donne pas les fonds nécessaires. Ces entreprises qui préfèrent travailler dans l'économie parallèle ne participent pas à la bonne marche générale de la société. Et donc, il faut combattre ce genre de pratiques aussi durement que possible. Mais ce combat reste difficile à mener à l'échelle européenne. La fiscalité étant un domaine de compétence nationale, les États membres sont bien souvent réticents à partager des informations sur leurs contribuables avec leurs voisins. Nous retrouvons le professeur Friedrich Schneider. Que pensez-vous de la plateforme européenne de lutte contre le travail dissimulé ? Chaque État membre agit à sa façon et dispose de ses propres moyens pour lutter contre l'économie parallèle, soit par des sanctions lourdes, soit par des mesures d'incitation. Et c'est tellement différent d'un pays européen à l'autre qu'on ne peut pas parler de politique générale commune pour réduire cette économie au sein de l'Union. Si je fais quelque chose pour vous et que plus tard je vous donne 50 € parce que vous m'avez aidé, qu'est-ce que c'est? Du travail dissimulé? Dans certains pays, oui. Dans d'autres, c'est une donation entre amis. Dans les pays scandinaves, on associe plus facilement ce genre de comportement à l'économie parallèle, contrairement à l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou même l'Autriche.
Si vous assistez à un vol, vous appelez immédiatement la police. Mais si vous voyez dans votre quartier un peintre, par exemple, qui vient travailler chez quelqu'un le samedi ou le dimanche, personne n'appellera la police pour dire qu'une personne est employée au noir. Comment alors évaluer l'importance de l'économie parallèle? Il faut interroger les gens. Certains minimisent, d'autres exagèrent le phénomène. Mais de cette manière, on finit par avoir un aperçu détaillé de l'ampleur de l'économie parallèle dans un pays. L'autre méthode consiste à analyser les raisons pour lesquelles les gens travaillent dans cette économie et vous mettez ça en rapport avec les transactions effectuées en espèces. En Grande-Bretagne, l'économie parallèle a représenté 9% du PIB l'an dernier. Si on déduit de ça ce qui a été acquis légalement pour permettre la réalisation de ces activités, ce chiffre doit être ramené à 6%. Mais 6% de PIB qui reste dissimulé, c'est beaucoup pour la Grande-Bretagne. Ces emplois existeraient-ils s'ils étaient déclarés? Est-ce que toutes ces activités pourraient être transférées dans l'économie officielle? Bien sûr que non. Par exemple, faire appel à une femme de ménage coûtera en Autriche au moins 2 fois plus qu'aujourd'hui. Actuellement, c'est en moyenne de 8 à 12 euros de l'heure. Si l'activité était déclarée, ce serait de 16 à 20 euros de l'heure. Les gens pourraient se dire, si je dois payer autant, je préfère faire le ménage moi-même. Point à la ligne. L'économie parallèle existe depuis des siècles. Peut-on vraiment en venir à bout ou devons-nous juste essayer de limiter le phénomène? Si les États se dotent de mesures d'incitation fortes comme des déductions fiscales, alors vous déplacez une partie de ces activités dans l'économie officielle, en faisant en sorte que la perte de taxes due à la déduction soit compensée. C'est la méthode la plus rentable. Les sanctions fonctionnent dans une certaine mesure, mais pas de manière très efficace. Il faut avoir conscience qu'on aura toujours une économie parallèle en Europe, d'ampleur inégale selon les pays. Mais si on pouvait réduire au moins son importance d'1 tiers ou de moitié, on réglerait une bonne partie de nos problèmes de taxes qui nous échappent. Professeur Friedrich Schneider, merci de nous avoir aidés à mieux appréhender cette économie parallèle. Merci à vous de votre attention, à bientôt. Goodbye.